Bon, chers amis, vous êtes les bienvenus au Musée du Barreau de Paris pour cette 4e audition contradictoire de l'année. Voilà, j'ai le grand plaisir ce soir donc, de vous recevoir à nouveau dans ce qui est le Musée du Barreau de Paris, logé dans l'hôtel de la Porte, qui fut, contrairement à ce que pensait notre bâtonnier, à la légende, non pas une prison, non pas un commissariat de police, mais une poissonnerie au début du XVIIe siècle, parce que nous sommes à côté des Halles. Et c'est une propriété du Barreau de Paris depuis quelques dizaines d'années, où nous abritons des collections permanentes qui ne contiennent pas le procès de Jeanne d'Arc, malheureusement, qui se trouve à l'Assemblée nationale, mais nous avons, et à la BNF, mais nous avons celui de Louis XVI, de Marie-Antoinette, ceux de Pétain, de Brasillac, Zola, une grande partie des archives de l'affaire Dreyfus, et quelques autres grands moments de l'histoire de France que vous pourrez admirer à la fin de cette conversation. En même temps, vous demanderez à nos auteurs de vous signer leurs livres préférés, et leurs meilleurs, évidemment. Mais ils sont tous très bons. Donc ce soir, j'ai le très grand plaisir de vous accueillir et de recevoir notre accusé principal, c'est mon confrère Jacques Trémolet-Villers, que je vais vous présenter dans un instant, et qui a choisi comme contradicteur, et ça tombe très bien parce que ça nous fait très plaisir de le recevoir, Philippe Bilger, qui n'est pas avocat, et c'est peut-être son seul défaut, en tout cas le plus connu. Un mot sur, et pour parler, pardon, évidemment, comme prétexte du projet de Jeanne d'Arc, un livre formidable, qui moi m'a beaucoup appris, mais peut-être était très ignorant en la matière, et qui nous permet d'inviter Jacques Trémolet-Villers, que nous apprécions beaucoup par ailleurs, pour ce livre vraiment, je trouve formidable, qui est en vente ici tout à l'heure, et dont vous n'aurez qu'un tout petit aperçu par cette conversation, parce que c'est un livre monumental, qui retranscrit toute l'affaire, tous les actes du procès de façon très exacte et sourcée, et qui tire des très grandes conclusions juridiques, politiques, morales, sur le procès de Jeanne d'Arc. Voilà. On va en parler dans un instant. Jacques Trémolet-Villers, donc, puisque j'en suis là, vous êtes avocat au Barreau de Paris, vous avez quelques années, on va dire, d'exercice, et vous avez démarré... Un demi-siècle. Un demi-siècle, vous pouvez vous couper. Comment vous présenter? Peut-être par quelques noms de clients qui résonnent de façon connue, puis qui, en quelque sorte, comme un sparadrap, vous colleront au doigt. Amaury, Émilien Amaury, Jean-Charles Marchiani, Paul Touvier. Je pourrais en citer quelques autres comme ça, du même, voilà, du même acabit, je ne sais pas le dire. Il faut les mélanger ensemble, parce que ça fait... Voilà. Vous avez été secrétaire de la conférence, je ne me trompe pas. Vous êtes surtout, aux côtés de votre métier d'avocat ou de l'avocature, vous êtes écrivain. Et vous êtes l'auteur, j'ai relu la fiche, je croyais avoir à peu près tout, mais il m'en manque, notamment d'un excellent livre sur Berryer, à qui nous vouons une affection monumentale, à tel point d'avoir un monument qui est consacré ici. Évidemment, un livre sur 2 livres au moins sur Paul Touvier, et voilà, plusieurs livres sur les rois de France. Et ce dernier ouvrage qui est sorti il y a à peine moins de 3-4 mois, aux belles lettres, sur le procès de Jeanne d'Arc, le procès de Rouen. Et puis donc notre contradicteur, c'est Philippe Bilger, qui est également une double casquette. Donc, qui était magistrat, juge d'instruction, je parle sous ton contrôle, substitut, avocat général dans des affaires tout aussi formidables, Maxime Brunerie, le gang des barbares, on en a eu nous deux ensemble, quelques très belles affaires, et puis à côté d'une carrière de magistrat, une carrière d'auteur, qui finalement a déjà quelques années, largement, et de très bons livres sur notamment un avocat général s'est échappé, je cite de mémoire mais je me replonge dedans, pour l'honneur de la justice, 20 minutes pour la mort, le procès Brasillac que nous avons derrière en quelque sorte. Et puis le dernier, c'est un roman il y a 1 an et demi, si je ne me trompe pas. Le dernier, il y a eu un roman 72 heures, et le dernier, c'est Ordre et désordre. Ah ben voilà. Ordre au singulier, désordre au pluriel. Les livres de Philippe Bilger sont également en vente, pardon pour cet exercice publicitaire, à la librairie, notre partenaire, la librairie LexisNexis de la place Dauphine, anciennement librairie de la Cour de cassation, anciennement librairie de je ne sais quoi, et donc qui porte le nom d'un groupe anglo-batave, pour le ramener au cœur de notre débat. Ce soir, donc, on va partir du procès de Jeanne d'Arc et de cet ouvrage remarquable. Alors, je l'ai dit, la transcription, sans doute la plus juste aujourd'hui, des actes du procès. J'ai essayé. Très bien. Et puis un auteur qui nous conduit dans la salle d'audience, qui parle avec sa plume, mais aussi son cœur d'avocat. Je l'ai perçu en tout cas ainsi, et qui
finalement aurait pu être l'avocat de Jeanne d'Arc, et il nous fait saisir beaucoup de choses très fines sur la laïcité, sur le sens du droit de Jeanne d'Arc, sur là. Peut-être un tout petit rappel historique, même si ça paraît très aigulé ou très de le faire, mais je pense qu'il faut peut-être resituer en 3-4 dates les tenants et les aboutissants. Oui, alors nous sommes en 1431, mais Jeanne a fait sa carrière très vite, puisqu'elle démarre en 1429, et février 1429, de vos couleurs, et en 1431, 30 mai 1431, c'est fini. Donc en 2 ans et quelques mois, elle a fait un parcours absolument stupéfiant, mais surtout elle a renversé le cours des choses, et c'est ce qui explique d'ailleurs ce procès. L'Université de Paris, qui est à mon avis la maîtresse du procès, celle qui a voulu le procès, l'Université de Paris avait cautionné le traité de Troyes, 1420, par lequel Charles VI, en état de démence, assisté d'Isabeau de Bavière, considérée comme l'une des femmes les plus vénales de la chrétienté, avait vendu son royaume au roi de France et d'Angleterre, déshéritant son fils, Charles VII, qu'il considère dans ce traité comme parricide. N'importe quel homme, sans être juriste, dirait un acte pareil, signé par un fou, vraiment en état de démence, ne vaut rien, mais l'Université de Paris, beaucoup plus intelligente, avait considéré que c'était le nouvel ordre mondial installé, la façon de terminer la guerre de 100 ans, et que dans ces conditions, il fallait absolument se soumettre à ce nouvel ordre national et international. Et donc, à l'époque, pour donner juste une idée, l'un des grands chroniqueurs de Venise, qui circule dans toute l'Europe parce qu'il suit les grandes foires marchandes qui descendent des Flandres et vont jusqu'à Venise, écrit à ses amis de la Sérénissime République: dans quelques jours, le roi Charles VII pourra aller quérir son pain à l'hôpital. Donc il n'y a plus rien. Il reste à Charles VII Orléans, et qui tient, mais c'est la seule ville qui tient encore, et qu'Orléans saute, le verrou de la Loire saute, et il n'y a plus de royaume de France, il n'y a plus de royaume de France et d'Angleterre. À ce moment-là arrive des Marches de Lorraine cette jeune fille qui a 17 ans et qui devient en très peu de temps, en quelques semaines, après 2 procès, un procès à Poitiers et un procès à Chinon, mais qui sont en fait des procès dans lesquels elle est interrogée pour savoir si elle est folle. D'abord, elle est examinée par les dames pour savoir si elle est homme ou femme, et si elle est femme, si elle est vierge ou non. Ensuite, alors l'examen est positif, donc elle est femme et elle est vierge, enfin les filles et elle est vierge, et puis elle est examinée par les docteurs, docteurs en théologie, pour savoir si elle est de bonne mœurs, de bonne conduite, si elle est folle, hallucinée, et il conclut qu'il n'y a en elle que du bon. Et à partir de là, avec ce label, si j'ose employer ce terme, Charles VII dit je vais l'employer. Et il l'emploie et il lui donne ce qui lui reste, c'est-à-dire 12 000 hommes. Et ce qui fait qu'à 17 ans, elle est générale. Aujourd'hui, 12 000 hommes, c'est un corps d'armée. Elle est générale de corps d'armée à 17 ans. À cet âge-là, Napoléon était lieutenant. Donc c'est quand même assez stupéfiant. Et elle va, en quelques mois, libérer Orléans, 8 mai 1429. Ensuite, libérer toute la Loire, Meung, Jargeau, Beaugency. Et elle termine à Patay, 18 juin, en écrasant l'armée anglaise. 3874, des historiens sont extraordinaires, je ne sais pas comment ils sont trouvés, 3874 Anglais au tapis, un Français mort, prodigieux. Azincourt est vengé, tout est vengé, le roi n'en peut plus, il dit à Jeanne, je fais tout ce que vous voudrez. Elle lui dit, alors venez à Reims que je vous fasse sacrer. Et elle le fait sacrer à Reims. Et à partir de là, les choses tournent moins bien, parce que le roi se dit, maintenant je vais négocier avec le Bourgogne, je vais voir comment... Et elle lui dit, mais maintenant il faut aller à Paris. Il faut aller à Paris, il faut prendre Paris. Et puis... Mais lui, il dit, non, on va discuter, etc. Elle perd un peu la confiance du roi, elle ne veut pas désobéir, parce qu'elle vient de le faire sacrer. Et elle fait un peu des opérations que le roi l'occupe dans le secteur, pour nettoyer le secteur, et elle tombe à Compiègne, dans un piège. Alors, a-t-elle été vendue? En tout cas, elle disait déjà à son père, le jour même du sacre, en déjeunant avec lui, je ne crains qu'une chose, c'est la trahison. Et en fait, apparemment, elle aurait été trahie. Elle est faite prisonnière à Compiègne. Et là, immédiatement, et puis j'arrête mon rappel historique, mais immédiatement, l'Université de Paris écrit au roi de France en Angleterre en disant, il faut la juger.
Et il faut faire un beau procès. Chose unique et première dans l'histoire. On n'avait jamais imaginé que les vainqueurs puissent juger les vaincus. Et faire un procès qui ressemblera, après ce sera très copié, le procès soviétique, tout ça, bon, c'est un peu le même genre, avec une idée très simple, il faut non seulement qu'elle soit déconsidérée, mais qu'elle-même avoue qu'elle était une sorcière, qu'elle était démoniaque, pour ainsi déconsidérer à l'échelle de la chrétienté, donc du monde connu de l'époque, Charles VII qui devait son sacre et sa gloire à cette diablesse. Donc tout le procès est là, qui commence comme un procès politique, qui continue comme un procès religieux, et qui à la fin se termine dans quelque chose qui n'a de nom dans aucune langue, parce que c'est plus un procès, c'est l'affrontement personnel de ces juges qui se disent « mais ma petite, tu vas plier, c'est pas possible qu'une fille de 19 ans nous résiste ainsi ». Et c'est ce qui fait cette fin absolument effrayante, dramatique et d'une certaine façon, il faut bien le dire, magnifique, parce que du coup, ils font dire à Jeanne des choses qui restent évidemment dans l'histoire, et ils transforment cette héroïne en ce qu'elle est devenue, une sainte, quoi, vraiment, parce que alors là, on est obligé de passer d'un cap d'admiration à un cap où, ce que je disais tout à l'heure à un de mes cousins qui avait la bonté de venir m'écouter, c'est dans ce mystère de Jeanne, plus je l'ai contemplé dans ce livre, et plus il est devenu mystérieux. Je ne peux pas dire qu'au bout, je sois arrivé à une clarté, enfin une lumière, si une lumière, mais une lumière qui elle-même est mystérieuse. Voilà, j'ai fini ma petite introduction. C'était une très belle introduction et c'est très vendeur, si je puis me permettre. Donc c'était très très bien. Évidemment, mais comme vous allez tout de suite, cher ami, envoyer, je vous ai arrêté, c'est très bien que vous vous arrêtiez avant de parler de la vision politique de l'affaire et de la façon de sa pérennité. On va peut-être rester sur le terrain du droit et du procès avant de s'en éloigner un petit peu, et peut-être avec une réaction de Philippe Bilger sur ce procès hors norme, sans appel. Voilà, c'est un bonheur d'être chargé d'un débat contradictoire et de n'avoir que du bien à dire à l'adversaire prétendu. Au fond, j'avais dans la tête un certain nombre d'images d'Épinal de Jeanne d'Arc, et ce que j'ai trouvé très remarquable dans le livre de Jacques Trémollet et dans l'analyse qu'il permet de faire à la fin, c'est de nous obliger à rentrer dans le détail, dans cette destinée de Jeanne d'Arc, dans les problématiques qu'elle pose, et notamment au regard du droit. Et je ne veux pas prolonger cette première intervention, mais j'ai été frappé de voir que l'injustice absolue du procès qui lui est fait renvoie à l'injustice d'autres procès dont j'ai pu parler ou que j'ai connus, comme si en réalité il y avait une autonomie de l'univers du procès parfaitement indépendante des parcours exemplaires ou malfaisants des êtres qui les subissent. Et j'ai pensé à, évidemment, la comparaison n'a rien d'offensant pour Jeanne d'Arc, mais quand on voit le procès Brasillac, eh bien, je retrouve des choses aussi lamentablement injustes que celles qu'a magnifiquement décrites Jacques Trémollet. Alors, si je peux ajouter une chose, Emmanuel, j'aime énormément dans ce procès la distinction permanente que fait Jeanne d'Arc entre la légitimité et la légalité, entre l'officiel et l'humain, entre l'authentique et l'apparent, dans une langue, mon Dieu, j'aimerais que ma profusion et ma volubilité un peu teutonne aient pu s'irriguer parfois de cette formidable densité des phrases de Jeanne d'Arc. Et tout à l'heure, si tu me le permets, Emmanuel, je poserai une question à mon prétendu contradictoire, parce que je ne parviens pas à saisir comment cette jeune femme, avec le peu de culture qu'elle avait, est parvenue à une telle maîtrise et avec une telle densité de la langue française. C'est miraculeux si on sort, si tu veux, de l'explication un peu surnaturelle et divine. J'aimerais savoir comment c'est possible. C'est vrai qu'enfin, on a plusieurs. Moi, j'ai eu plusieurs surprises. Pour dire la vérité, ce livre, je l'avais sur ma table depuis pratiquement un demi-siècle. Bon, d'ailleurs, je pourrais dire, comme André Chanson qui disait, quand j'ai connu Mireille, elle avait 15 ans et moi aussi, j'en ai 70 aujourd'hui, Mireille a toujours 15 ans. Et là, je peux dire, quand j'ai connu Jeanne, on avait 19 ans tous les deux,
Et maintenant, un demi-siècle a passé, et elle a toujours 19 ans. Et il était là, ce livre. Mais j'étais tellement ébloui par les préfaces, et notamment par la préface de Brasillac, donc je connais la première phrase par cœur, et parce qu'elle me paraît tout résumée, le plus pur et le plus émouvant chef-d'œuvre de la langue française n'a pas été écrit par un homme de lettres. Il est né de la collaboration abominable et douloureuse d'une jeune fille visitée par les anges et de quelques prêtres muets pour l'occasion en tortionnaire. C'est le procès. Et alors, j'ai une réponse à ta question sur parce qu'elle est dans cette formule de Brasillac, une jeune fille visitée par les anges. Et elle parle comme les anges. Elle dit, d'ailleurs, Laforgue disait, elle parle un français de Christ. Et Cocteau, ce que je ne savais pas, mais je l'ai appris après, Jean Cocteau disait, le plus grand écrivain de la langue française, c'est Jeanne d'Arc. Et en fait, après, une fois j'ai pris alors ce livre, je l'avais lu, le procès, mais je l'avais lu en vrac. Et c'est un jour, pour une raison que je ne comprends pas, c'est le mystère de Jeanne, je prends ce livre et je me dis, mais je vais le regarder en avocat. Parce qu'il était quand même pas très malin, quoi. Il m'avait fallu 45 ans. Et je vais le regarder en avocat comme si j'allais le plaider. Donc je prends les PV d'audience et je me dis, que veulent les juges? Et est-ce que Jeanne a un système de défense? Et alors là d'abord, premier coup, première révélation, je me suis dit, mais oui, elle a un système de défense. Et elle a un système extraordinaire. C'est que dès la première audience, elle prend la main sur le procès. Elle prend la main et elle fixe elle-même, chose incroyable, n'est-ce pas, pour un magistrat, elle fixe la matière du procès. Cochon lui dit, vous allez jurer de dire la vérité. Je ne sais pas sur quoi vous voulez interroger. Peut-être me demanderiez-vous des choses sur lesquelles je ne vous répondrai point. Imaginez devant le président de la cour d'assises, l'accusé qui dit « Attendez, je vous répondrai sur ce que je veux. Hein. » Et après, alors Cochon il est sidéré, il lui dit « Enfin, vous avez prêté serment ?» Il dit « Non, non. De ma venue en France, de mon enfance, volontiers je parlerai. Mais des révélations en moi faites et de ce que j'ai dit au roi, je n'en dirai rien du tout écartelé à 4 chevaux. » Donc, et après, elle fixe... Alors, non seulement elle prend la main sur la matière, mais elle prend la main sur le délai. Parce que très rapidement, elle lui dit « Dans 15 jours, je vous répondrai. » Et je me dis « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et puis après, j'ai compris. Elle se dit « Bon, ces types-là, ils sont là pour me tuer. C'est sûr. Donc moi, j'ai qu'une chose à faire, c'est gagner du temps. » Ça dure du 21 février au 30 mai. Elle les balade. Et par moments, elle les balade. Quand ils lui disent « Alors, qu'il y avait des anges ?» Oui, il y avait des anges. Mais je vous le dirai dans 8 jours, peut-être si j'ai le droit, bon, etc. Et qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend que ses copains, Laïrc, Saint-Traille, etc., le duc d'Alençon, viennent la libérer. Et c'est toute son idée. Ma mission n'est pas finie, il faut que j'aille jusqu'au bout, parce que j'ai pas pris Paris, à cause du roi. Bon. Donc j'ai pas pris Paris, donc il faut que je prenne Paris. Et je tiendrai. Et, chose inouïe, ce chef de guerre, parce que c'est d'abord un chef de guerre, Jeanne, et ce chef politique, parce que c'est aussi une tête politique, mais les chefs de guerre et les têtes politiques, quand ils sont dans l'arène judiciaire, ils sont paumés. Pétain, il fait une déclaration et puis il laisse Isorni faire le boulot. Salan, il fait une déclaration et il laisse Tixier faire le boulot. Le maréchal Ney, dont on entendait la voix à la bataille d'Iéna sous la mitraille, il se tourne vers Berrier le fils, qui a 20 ans, et il lui dit « Maître, dites-moi ce que je dois dire. » Il est perdu complètement, c'est pas son terrain. Louis-Napoléon Bonaparte, il fait une déclaration et il laisse Berrier se battre. Aucun ne se dit, je vais prendre la main sur le procès. Elle n'a pas d'avocat, elle n'a rien. Mais on sent qu'elle se dit, c'est là où je tombais dans l'admiration, elle se dit, bon, ben, c'est une bataille d'un genre nouveau, il n'y a pas de raison que je la gagne pas. Et donc elle se bat. Et alors après, la langue. Alors la langue, alors là, d'un coup, des choses que je n'avais pas vues. Et alors quand je prenais, je ne sais pas comment vous travaillez, mais enfin moi je travaille, je recopie à la main pour détacher les choses. Et tout d'un coup, le stylo me tombait des mains et je me dis, mais c'est pas possible. Quand le juge l'interroge sur ses voix et qu'elle dit, vers l'âge de 13 ans, j'use une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Alors là, je me suis arrêté, je me dis, enfin, c'est quand même pas rien ça. Une fille de 13 ans qui a une voix de Dieu, normalement la voix de Dieu, pour m'aider à me gouverner. Et jusqu'au bout, elle garde le gouvernement d'elle-même, car très souvent, elle n'est pas d'accord avec ses voix. Ça, c'est quand même étonnant. Quand même des voix de Dieu. Deuxièmement, et la première, une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Et la première fois, j'eus grand peur.
Et ça, c'est un peu comme la jeune fille devant le premier amour. Hein. La première fois, j'ai eu grand peur. Et alors après, et ce que je considère comme la plus belle phrase de la langue française, enfin chacun son goût, mais « Et vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. » Ça, c'est un truc, je n'avais jamais vu cette phrase. Et quand vous la voyez comme ça, je dis, mais cette phrase, avant, moi je croyais qu'elle avait qu'une Myrto, la jeune Tarentine, c'était la plus belle phrase de la langue française, ou la fille de Minos et de Pasiphae. Mais là, et vint cette voix, environ l'heure de midi, écoutez bien, au temps de l'été. Elle est solaire, cette fille. Midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. Ça monte pas. Alors, effectivement, et puis ça continue indéfiniment, hein, cette poésie spontanée. Alors, comment l'expliquer? Il y a un côté, elle dit « Je ne sais ni A ni B, je suis ignorante, elle était ignorante en tout, dit ses amis, sauf dans l'art de la guerre. » Bon, alors, énormément de bon sens, sûrement. Mais, alors moi j'ai une explication, je dirais que c'est pas du tout une explication, c'est pour ça que je vous dis le mystère s'épaissit. C'est qu'elle dit de la voix des anges, cette voix est belle et douce et humble et parle le langage de France. Donc je me dis que Brasillac a raison, une jeune fille visitée par les anges, elle parle comme les anges. Et d'où ce français de Christ, comme dit Laforgue, et cette espèce de diamant. Quand le livre est sorti, mon ami Olivier Serre, qui m'a tenu la main, parce que lui c'est un érudit de Jeanne, il a tous les minutes des procès, etc., m'a dit « Diamant sans défaut, superbement enchâssé ». Et le diamant, et les paroles de Jeanne scintillent comme un diamant. Et alors, pour faire une confidence, j'avais fait, animé par la préface magnifique de Brasillac, la préface magnifique du père Riquet dans son bouquin sur Jeanne, enfin dans les procès, du père Doncoeur, tous ceux qui ont écrit sur Jeanne, portés par Jeanne, ont fait de très belles préfaces. J'avais écrit une superbe préface. Et je passe le début de mon manuscrit à Jean Piat, en qui j'ai grande confiance, parce que c'est un homme de théâtre et donc c'est un homme de culture, et il m'appelle, il me dit « Oh, je n'ai pas le temps ». Et puis, c'était un déjeuner, 3 heures après, il m'appelle dans l'après-midi, il me dit « Je me suis lancé dans votre truc, vous tenez quelque chose de fantastique, mais je vous en supplie, virez-moi votre préface ». Je dis quand même, ma préface, Jean, j'ai transpiré, puis elle est chouette, hein, elle était belle comme un discours de la conférence du stage. Et il me dit, non, je vous en prie, ça, on s'en fout, mais on s'en fout complètement. On veut que vous nous preniez par la main et que vous nous ameniez dans la salle d'audience. Et on ne veut pas vous entendre, on veut entendre Jeanne et que simplement vous nous souligniez les points qu'on n'aurait pas vus si vous ne nous avez pas soulignés. Faites-vous un peu humble, les avocats, ils n'ont pas l'habitude, je dis les acteurs, là, bon, enfin bref. Et en définitive, il m'a rendu un service énorme, parce que c'est comme ça que... Alors après, j'ai vu donc Jeanne avec le droit, Jeanne avec la politique, Jeanne avec la religion, enfin, on pourrait... C'est infini, c'est un trésor. Mais, pardon, Jacques, certes, la parole des anges, mais j'avoue que je ne suis guère plus éclairé. Non, mais parce que c'est pas uniquement de la poésie, c'est de la rectitude, de la rigueur. Elle dit tellement en si peu de mots, avec une intelligence hors de pair. Donc, tu ne pourrais pas nous offrir une explication, je dirais, plus opératoire? Donc, je sais qu'à un moment, quand elle dit tout le clergé de Rouen et de Paris ne saurait me condamner sans droit. Ce que j'ai sous les yeux. C'est extraordinaire. C'est le passage que j'ai sous les yeux qui a un très très beau développement sur Jeanne et le droit. Voilà. Donc continuez, pardon, je vous en prie. Quand on veut la soumettre à la torture, et qu'elle sort en une phrase l'argument définitif, quand bien même vous me feriez dire la torture, vous feriez dire ce que vous voulez me faire dire, immédiatement après, je dirais que ça ne vaut rien, puisque je l'ai dit sous la torture. Terminé, hein. On peut lui dresser la statue de la fille qui a condamné la torture pour l'éternité. Et ça lui sort comme ça. Et d'ailleurs, en fait, ils sont tellement impressionnés qu'ils ne la soumettent pas à la torture. Mais elle a des trucs que j'ai retrouvés aux assises. Quand j'étais en train de faire ce bouquin, j'ai eu une affaire d'assises où un jeune Corse très sympathique, mais il avait laissé un peu son ADN sur des détonateurs. Enfin bon. Et alors, il passe aux assises, et c'était le président de Jornac qui l'interroge, et qui lui fait une question. Mais une question de président d'assises, là, dans laquelle le type, il est paumé, il ne sait plus ce qu'il a...
Et le jeune homme le regarde et lui dit, Monsieur le Président, avec un bel accent corse, dans votre question, il y a au moins 4 questions. Moi, j'ai pas une tête d'avocat. Il faut me diviser ça, hein, parce que sinon, je peux pas répondre. À la suspension d'audience, je lui ai dit, Pierre Thomas, vous parlez comme Jeanne d'Arc. Il dit, ah, ça me fait plaisir. Et en fait, c'est le... donc on retrouve des choses, et je crois qu'en fait, j'aurais pas pu le faire à 25 ans parce que j'avais pas l'expérience. Mais après, on retrouve chez Cochon, on retrouve tous les tics du mauvais juge, hein. On est bien d'accord. Hein. Ah oui, Il y a plus sympathique que lui. mais en même temps, on les voit, comme si on y était. Et chez elle, il y a cette façon de démolir. Mais je pense que ça, c'est une intelligence. Je crois qu'elle était... Bon, elle était inspirée, c'est sûr, mais je pense qu'elle était exceptionnelle au point de vue des qualités naturelles, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, par exemple, il y avait peut-être un fond de langue française qui pouvait être cultivé par tous, comme au XVIIIe siècle, tout le monde parlait ou écrivait à peu près parfaitement le français. Est-ce que tu crois que ça peut être une explication? Oui, peut-être. Mais en même temps, enfin, quand elle dit des choses sur le plan religieux, quand elle dit, quand on veut lui faire une distinction entre le Christ, l'Église, etc., elle dit, mais ta vie, le Christ et l'Église, c'est tout un. Pourquoi fait-on difficulté que ce soit tout un? Eh bien, c'est plus concis que Saint Paul, hein, et plus concis que Bossuet. Et là, on reste sur le cul, hein, enfin, on dit, je sais pas, alors, oui, mais j'ai pas d'explication. Moi, je pense que Jeanne est un mystère. Je pense que c'est profondément un mystère. Et puis, c'est comme un reflet du ciel sur la terre, quoi. D'ailleurs, en plus, quand on voit sa vie, c'est extraordinaire. Il reste rien à part l'anneau. Il reste rien. Vous parlez de l'anneau. Il reste rien. Hein. Elle est passée comme ça. Il y avait le cœur, on l'a jeté. Tout est cendre. On n'a jamais vu son visage. Enfin, on n'a jamais vu. On n'a aucun tableau de son visage. On a une description de son physique qu'on arrive à refaire d'après plusieurs descriptions de ses compagnons. Elle devait sûrement être jolie, avenante. Ils le disent parce qu'ils disent que celui qui l'accompagnait de Metz, de Vaucouleurs à Chinon, dit qu'il avait à la toilette le matin, parce qu'ils couchaient ensemble à la paillasse, qu'à la toilette le matin, il avait vu sa poitrine qui était fort belle. Mais que jamais il n'avait eu la moindre pensée de concupiscence. Pourtant, ajoute-t-il, nous étions jeunes et en pleine puissance. Bon. Mais donc il y a une espèce de beauté physique, et son écuyer Jean Dolon ajoute qu'il lui avait vu ses jambes, qu'elles étaient fort jolies. Bon. Donc voilà, on sait des trucs comme ça, et en même temps, ces types qui étaient quand même des soudards, bon. Et Baudricourt, au début, quand elle vient le voir, il dit, je vais te donner à mes hommes, hein, pour qu'ils s'amusent. Bon. Donc, comment, il y a quelque chose qui fait que, et cette fille passe comme moi je dis comme un reflet du ciel sur la terre, et puis voilà, après... Jacques, est-ce que, au risque de choquer, est-ce qu'on pourrait comprendre la destinée extraordinaire de Jeanne d'Arc sans croire aux anges, aux voix? Je vais dire de la même manière que la vie durant 3 ans de Jésus sur terre est fabuleuse et qu'on n'est pas obligé de croire au reste, est-ce que tu pourrais concevoir une vie de Jeanne d'Arc sans faire référence à cette femme, à cette transcendance? C'est compliqué, parce que j'ai eu un grand débat avec celui qui est mon préfacier et qui était mon guide, Olivier Serre, dont je ne trahirai rien en disant que, comme il m'a dit, Olivier Serre me dit, moi je ne crois pas en Dieu. Je crois au saint, mais je ne crois pas en Dieu. Enfin, donc, c'est chacun son truc, quoi. Bon. Et donc, je crois qu'il y a des gens, parce que quand je lui ai demandé, il m'a dit, mais attends, moi Jeanne, j'ai les copies de tous les 4 minutes différentes des procès, donc je peux t'aider. Et puis ce Jeanne m'a toujours passionné. Bon. Lui, il est plutôt Virgile, Ovide, Lucrèce, des Natura Rerum, donc il est aussi athée que Lucrèce. Bon, il est profondément. Bon. Mais, alors il me dit, mais moi je m'arrête devant. Je ne nie pas, je ne peux pas nier, puisqu'elle le dit et qu'elle n'est pas folle. Si elle était folle, bon, mais elle le dit, elle n'est pas folle. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais je pense qu'on ne peut pas nier le fait. Et puis je m'arrête devant le fait. Et je suis devant le mystère. Donc, et je disais tout à l'heure à Zakila que
j'ai été invité dans une librairie de 14e arrondissement qui s'appelle la librairie Tropique par le propriétaire de cette librairie qui m'a dit je suis hegeliano-marxiste et il a ajouté il en reste encore. Alors j'ai dit bon très bien mais et il a présenté le truc en disant voilà on se demande pourquoi j'ai invité Maître Trémollet de Villers donc on sait qu'il n'est pas tout à fait de mon bord et sur Jeanne d'Arc. Mais comme disait le camarade Vladimir Ilitch Lénine, les faits sont têtus. Et comme dit mon maître Hegel, Jeanne est un fait transcendantal. Maître, vous avez la parole. J'ai dit, j'ai plus rien à dire. Hein. Et j'ai dit, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Hegel a écrit de Jeanne d'Arc qu'elle était un fait transcendantal. Et que ça interpelle. Ben voilà. Et donc, alors après, il y a qui m'ont dit, enfin, monsieur, comment pouvez-vous dire ça? Vous dites que c'est l'incarnation de la laïcité. C'est vrai, elle est la laïque pure. Parce que je vous signale que nous, même les avocats, les magistrats, les professeurs, etc., nous sommes des clercs. Nous vivons de notre cerveau. Bon. Elle est paysanne et militaire, qui sont les deux caractéristiques du laïc absolu. Le peuple qui ne vit pas du travail de l'esprit, qui vit du travail de ses mains, etc. Elle est purement laïque. Bon. Et en même temps, elle est purement chrétienne, elle est totalement chrétienne, elle est totalement catholique. Alors on se dit, oh, vous ne pouvez pas dire ça, etc. Et le patron de la librairie lui a rappelé le temps. Devant le fait transcendantal, on s'incline. J'ai rien d'autre à dire, qu'est-ce que tu veux? Et donc, il y a même un passage qui est plus que stupéfiant. C'est lorsque et c'est pour ça que j'ai voulu la couverture, c'est lorsque les anges apportent la couronne à Charles VII, à Chinon. Alors, j'ai dit, Olivier, alors, toi, l'agnostique pur, là, comment tu dis? Il dit, c'est en fait, moi, j'ai pas d'explication. Mais, parce que, alors, et même des ecclésiastiques, des historiens ecclésiastiques disent, en fait, elle parle par analogie et par parabole, l'ange c'est elle. Mais c'est pas vrai. Moi j'ai pris le dossier ligne à ligne. À un moment on peut dire que l'ange c'est elle, mais quand elle dit accompagnée de l'ange qui apporta la couronne, et Cochon lui dit cette couronne était-elle d'or? Elle était d'or fin. D'où venait-elle? Ah ça je ne sais pas. Elle venait d'en haut. Et voici là où je suis là. Et souvent dans le procès, en suivant pas à pas, on s'aperçoit que tout le monde a quitté la terre ferme, hein, y compris les juges. Ils sont là et disent, alors Sainte Marguerite, elle vous disait quoi? Elle m'a dit ceci, Sainte Catherine, elle vous disait comment, etc. Et Saint-Michel, Saint-Michel, et puis alors, Saint-Michel, comment était-il habillé? Alors elle dit, je ne sais pas, je ne vous dirai pas. Et alors ce cochon, c'est extraordinaire, était-il nu? Et Jeanne, croyez-vous que Dieu n'ait pas de quoi le vêtir? Avait-il des cheveux? Pourquoi ne lui aurait-on coupé? Alors, on a des scènes de théâtre, hein. On a des dialogues fantastiques. Et comme dans les pièces de théâtre, elle a toujours le dernier mot, et ça finit en applaudissements. Et pour ça, nous, il a très bien compris. Pour moi, l'Alouette, c'est ce qui est le plus proche de... L'Alouette est le film avec Bergman. C'est les trucs qui sont vraiment les plus proches. Bon, mais... Alors... Il faut que je laisse parler l'avocat général. Parce que... Non, mais surtout, c'est très bien parce que vous brossez. Moi, je coche les cases que j'avais prévues, sur lesquelles j'avais prévu d'interroger. Donc, la laïcité, c'est fait. Il y avait quand même la vision de l'avocat, mais on l'a en partie. J'aimerais savoir comment vous l'auriez plaidé malgré tout. Si de temps en temps, je lui aurais dit Jeanne, là, c'est pas nécessaire. Parce que quand les juges lui disent est-ce qu'il y avait beaucoup de lumière quand vous êtes allé voir le roi, celui que vous appelez le roi? Elle dit oui, il y avait beaucoup de lumière, il y avait 300 torches, sans compter la lumière spirituelle. Et puis là, manifestement, il y a un silence. Et puis elle leur dit, toute lumière ne vient pas que pour vous. Ça, c'est le truc qu'on a envie de dire, jeune, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est pas franchement nécessaire. Il mettra d'eau pour rien. Et quand ils lui disent, eux qui sont tous des juges bourguignons, du parti bourguignon, hein, ils sont 45-47, ils sont tous du parti bourguignon, il n'y a pas un anglais là-dedans. C'est les collaborateurs d'anglais, c'est les bourguignons. Et que le cochon lui dit, est-ce qu'il y avait un bourguignon dans votre village? Elle dit, ouais, il y en avait un, j'aurais bien voulu qu'il ait la tête coupée. On lui dit quand même, là, il ne faut pas exagérer, quoi.
Philippe Contamine, dans son dictionnaire de Jeanne d'Arc, qui est aussi un sommet, dit très bien, il soulève plusieurs trucs comme ça, plusieurs répliques. Il dit oui, mais si elle n'avait pas dit ça, elle ne serait pas Jeanne d'Arc. Donc il y a un côté, je ne dis pas provocateur, alors Brasillac dit insolent. Moi j'avais mis insolent, et puis en fait, c'est pas tout à fait de l'insolence, c'est la hardiesse. En fait, les voix lui disent réponds-leur hardiment. Ben, elle répond hardiment. Mais du coup, puis on s'entend, elle s'amuse. Le courage de la vérité. Ouais. C'est ça. Très clairement. Le courage. Oui, mais en même temps, il y a l'humour. Il y a l'humour. Oui, oui. Voilà. Et il y a l'humour qui parfois est ravageur. Et contre-productif. Ben, c'est-à-dire, oui, l'avocat qui penserait, il dirait non, mais là, il faut peut-être naviguer autrement, quoi. Mais elle ne navigue pas, Jeanne. C'est une défense de rupture assez courtoise, en définitive. Mais c'est au-delà de la défense. Oui. C'est quasiment parfois la subversion. C'était pour te faire plaisir. Oui. Non, mais c'est vrai, parfois c'est quasiment la subversion. Quand elle dit, quand Cochon monte sur ses grands chevaux, parce qu'il faut quand même qu'elle lui réponde, et qu'il lui dit avisez-vous bien que vous vous dites mon juge, mais ça pourrait vous coûter très cher, hein, car je viens de Pardieu. Donc là, mollo, hein, messieurs, sachez à qui vous parlez, quoi. Il y a ce double paradoxe, effectivement, vous dites que c'est extraordinaire qu'on lui fasse un procès, et en même temps que c'est une justice d'exception. Ah, complètement. D'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est que ce tribunal. C'est pas un tribunal d'acquisition au sens strict, c'est pas un tribunal pénal classique, c'est un tribunal ecclésiastique, c'est un truc fait sur mesure. Hein. C'est fait pour condamner. Fait pour condamner, mais alors surtout, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est la vanité de ces juges qui, quand même, qui font le procès. Thomas de Courcelles, après, il reprend tout le procès, il le traduit en latin, il en fait un instrumentum parfait pour qu'il soit diffusé dans toute la chrétienté. Ils ont cru qu'ils avaient fait un truc super. Et du coup, c'est une chance folle pour nous. Alors, Contamine m'a dit que Badinter voulait le faire classer patrimoine mondial de l'humanité. Instrumentum. J'ai dit ça, c'est une très bonne idée. Alors, puisque vous l'avez évoqué, pardon, ça va faire très anecdotique, mais il y a quand même, entre le moment où je vous ai invité et puis aujourd'hui, il y a les aventures de l'anneau. Pardon, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc ça c'est le monde, mais il y a eu des tonnes et des tonnes de presse. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette affaire? Je vais vous dire, moi, ce que j'en ai su. En fait... ça c'est le Seigneur de l'anneau. L'un de mes tout premiers lecteurs m'écrit un mail en me disant Maître, l'anneau dont vous parlez dans votre livre, à la page 90, etc., est en vente à Londres. Bon. Moi je me dis d'accord, mais ce type est un type à la fois extrêmement savant, érudit, et en même temps t'entends un peu, enfin lui aussi il parle avec le ciel, quoi. Mais c'est pas jamais. Bon. Alors j'ai dit bon, très bien, j'ai pas fait tellement attention. Alors il revient à la charge. Et je lui dis, mais est-ce que c'est sérieux? Parce que ça serait connu quand même. Il me dit, mais je vous envoie le lien. Donc il m'envoie le lien, je vais sur le lien, et je vois à l'anglais, enfin le timeline, la maison, le commissaire-priseur qui expose l'anneau, son cheminement depuis Beaufort, etc. Bon, ça avait l'air de se tenir, quoi. Et il dit 19 000, mais seulement c'était mise en vente à 19 000 livres, ce qui me paraissait quand même pas beaucoup pour si c'était l'anneau de Jeanne d'Arc. Alors, je prends des renseignements, je téléphone, et il me dit non, mais en fait, si vous voulez vous intéresser, il faut savoir que c'est déjà dans les 70-80 000 livres. Et donc je dis à ce client, à cet ami plutôt, qui est aussi un client d'ailleurs, je lui dis écoutez, bon, moi j'ai pas les moyens, hein, il me dit non, mais cherchez. Bon, je téléphone à quelques personnes qui me disent non, on n'a pas les moyens, ça va monter très haut. Et lui me dit mais vous devriez en parler à Philippe de Villiers. Alors j'appelle Philippe de Villiers et je lui dis écoute, là, dans ton livre sur Jeanne d'Arc, tu commences par Jeanne qui va se faire sa confession générale et tu dis qu'elle regarde son anneau. Ce qui historiquement est une connerie parce qu'en fait on lui avait enlevé. Mais poétiquement, c'est tout à fait vrai, parce qu'en fait, dès qu'elle avait un problème extrêmement important, elle regardait son anneau. Donc je dis, l'anneau est en vente. Et alors, il me dit, oui, mais moi je suis plus le patron, c'est mon fils Nicolas.
Et puis Nicolas, il n'est pas chaud parce qu'on a fait énormément de frais. Donc, mais je te le passe. Et puis alors je parle avec Nicolas, puis il revient, et Philippe me rappelle, il me dit, qu'est-ce que tu as dit? Vous voyez les mystères. Qu'est-ce que tu as dit à Nicolas? J'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai dit à Nicolas. Je ne sais pas, on n'a pas parlé, mais je suis capable de te dire ce que je lui ai dit. Et il me dit, il est rentré dans le bureau, il a dit, allez, on le fait l'anneau. Et dans la nuit, ils ont trouvé 377 000 exactement, 377 000 euros. Mais ça, les Villiers, c'est quand même des lions. Hein, bon. Et donc, et puis après, il a porté les enchères. Et chose drôle, leur avocat, Terrasse, qui est donc de Paris, de Toulouse et de Londres, est aussi l'avocat du gouvernement français à Londres. Et le dernier enchérisseur, après j'ai trouvé des enchérisseurs qui étaient venus, et des Français qui voulaient emporter l'anneau, mais qui s'arrêtaient à 200 000, 250 000. Bon. Et donc on n'a pas su qui était le dernier enchérisseur, mais ce n'était pas un Français. Et le type montait, et Nicolas, Terrasse lui disait, attention, vous dépassez le plafond, etc. On s'en fout, allez, on y va, on fonce. Et le gars en face s'est dit finalement, c'est le gouvernement français. Et donc je ne peux pas lutter, quoi. C'est l'État. Puis c'était pas du tout l'État. Hein. Et donc ils ont remporté le truc. Et là, ça c'est entre hommes de loi, Nicolas a ici les papiers que son avocat lui dit de signer, et il pense, en bon français, que c'est comme en France, et que le vendeur, en mettant l'objet aux enchères, a purgé toutes les difficultés en ce qui concerne l'exportation, qu'il a la licence, etc. Or, en Angleterre, on a, comme toujours, une lecture essentiellement britannique de la réglementation européenne, et c'est l'inverse. C'est l'acquéreur qui doit remplir. Et donc, il a signé, je sous-signais, Nicolas, etc., Villiers, m'engage à montrer l'anneau à des experts avant de quitter le Royaume-Uni. D'où, après, quand il y a la grande fête, les Anglais qui disent, donc, il faut qu'il revienne l'anneau, pour qu'on l'examine. D'où le numéro incroyable. Moi, je suis allé, bien sûr, au Puy du Fou pour l'installation de l'anneau, et Philippe de Villiers s'est payé le luxe de demander au peuple, est-ce que l'anneau doit retourner en Angleterre? Non! Est-ce qu'il doit rester en France? Oui! Je transmettrai la réponse du peuple français. Et donc, il a dit comme ça, messieurs, too late. Mais en fait, too late, et si vous venez venir voir, welcome to the Puy du Fou, vous venez, bon. Et alors maintenant, on en est là. Mais c'est très intéressant en droit, parce qu'en fait, ils ne peuvent le récupérer que si les experts disent que ça fait partie du patrimoine national britannique. Il serait quand même un peu gonflé, parce qu'avant d'être du patrimoine national britannique, il est quand même à nous. Donc là, je veux dire qu'il y a un procès extra, enfin, il y a un débat fantastique. Mais On rêverait de le faire. Mais le gouvernement français ne s'y était pas intéressé. Que dalle. Non, il ne s'est pas intéressé. Alors, Philippe Contamine, lui, a dit, moi, je suis très sceptique. Olivier Bouzy, comme si les spécialistes a dit pour Orléans, a dit la même chose. À Rouen, ils ont dit, oh, on hésite, enfin, c'était Contamine, enfin... moi, le seul institutionnel que j'ai joint m'a dit, il faut qu'on réunisse une commission. Je dis, mais c'est dans 36 heures. Donc, c'est pas possible, quoi. Bon, et je sais que Philippe de Villiers a téléphoné au maire d'Orléans, qui lui a dit, ah non, mais mon vieux, j'ai pas le temps de prendre la décision, tu comprends, il faut ordonnancer le paiement, etc. Enfin, pas bon. Donc, ça s'est fait comme ça, à l'arraché, en corsaire. Et maintenant, je pense qu'il y a très peu de chances qu'il quitte la France, parce que d'abord, la reine Victoria avait déclaré qu'il serait normal qu'il soit remis à la France. Donc, à la limite, on pourrait dire gratuitement. Puis sinon, ouais, on va leur demander 6 siècles de confiscation abusive. Non? Ça se plaide, ça. Hein, ça coûte très cher, quand même. Alors, puisqu'on en est, on a abordé Philippe de Villiers, mais alors je voulais parler de vision politique, mais sans nécessairement parler de la vision contemporaine, la vision politique de Jeanne d'Arc. Le livre est construit en 3 parties, vous l'avez compris. Il y a une préface formidable d'Olivier Serre. Je ne sais pas ce que valait la vôtre, mais celle-ci est très bien. Ah, sensationnelle. Voilà. Ensuite, il y a le texte du procès, les actes du procès commentés en intertexte, on va dire ça comme ça, par Jacques Trémonet. Et puis ensuite, il y a une très très vaste conclusion qui attaque tous les pans
je pense que c'est une conclusion, ou un chapitre, ou un grand... Un envoi. Un envoi. Moi, Oui, j'avais mis un annexe, envoi, et c'est mon un- éditeur m'a dit annexe, personne ne lit jamais les annexes. Alors, Voilà, Ça qui aurait traite été dommage. Jeanne et le droit, Jeanne et la laïcité, etc., etc. Et il y a comme cette question de la vision politique et de la récupération politique, la République au XIXe siècle, etc., etc. Sans aller nécessairement jusqu'à la période la plus contemporaine. Vous pouvez nous ah oui, raconter c'est cette- extraordinaire pour ça, parce qu'en fait, les premiers à mettre Jeanne en avant, c'est pas les curés, hein, forcément. Les premiers, c'est Michelet. Non. Le premier, en fait, c'est Casimir de la Vigne. Le Casimir de la Vigne sort après les 100 jours. Après les 100 jours, on a une occupation extrêmement dure. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je ne me souvenais pas, mais je me suis replongé. Après les 100 jours, on est au bord du dépeçage de la France. Parce qu'on a, pour parler vite, tellement fait souffrir l'Europe entière avec mon compatriote Napoléon Bonaparte que, franchement, les Russes, les Alliés disent « non, ça suffit, quoi. Ce pays, on va se le partager. » Et c'est Talleyrand qui sauve le truc. Et au même moment, Casimir de la Vigne fait une immense ode à Jeanne et qui ressort parce qu'on a quelque chose de semblable à 1429. Et donc, et alors après, Quicherat sort, très peu de temps après, en fait, Quicherat sort le procès, Michelet se passionne, et tous ces gens sont des agnostiques, des scientistes, des libres penseurs. Et Michelet, pour lui, c'est le modèle de la laïque. C'est résumé dans la phrase immortelle d'Anatole France. À Jeanne, brûlée par l'Église, abandonnée par son roi, la République reconnaissante. Donc là, alors du coup, c'est la sainte de la laïcité. Mais la laïcité anticléricale et quasiment anti-religieuse, ce qui est quand même un peu difficile. C'est pour ça que je vous invite. Là. Et alors du coup, vous avez, alors après vous avez le père Hérol, un jésuite qui fait 6 volumes, il consacre sa vie à Jeanne, et alors c'est extraordinaire parce que il est tellement dans la controverse contre Michelet, contre je sais pas, qu'au bout d'un moment on lui dit non mais parlez-nous un peu de Jeanne quand même parce qu'on ne sait plus où on en est. Mais il est réussi quand même à la sortir et à montrer que l'université de Paris c'était pas véritablement l'Église, c'était des mauvais prêtres, comme les juges étaient des mauvais juges, bon, et pas les juges au sens propre du terme. Et à partir de là, alors elle rentre en grâce auprès du Vatican, Léon XIII reçoit le livre, le cardinal Touchet fait la seconde avec son magnifique ouvrage La Sainte de la Patrie en 2 volumes, où alors là il prend Jeanne Monseigneur du Panlot aussi, et donc alors à ce moment-là il y a une espèce de montée en puissance où d'un côté vous avez les laïcs au sens laïcard si on peut dire, ou laïciste du terme, et puis vous avez les catholiques, et Jeanne est portée des deux. Et au milieu vous avez ce type absolument hallucinant qui s'appelle Charles Péguy, après, qui est socialiste, anticlérical, devient catholique, mystique, et dont Jeanne est la muse. Et qui a découvert Jeanne par Lucien R, qui est le bibliothécaire de Normal Sup, qui est anarchiste, anticlérical, athée, etc., et qui lui dit « Mon petit Charles, vous devriez dire ça » en lui montrant le procès de Jeanne, ça vous éclairera. Et Charles Péguy, il est resté, il est plongé dedans, et il n'a pas fait, il a pu faire après, vous prenez Péguy, il vous parle de Victor Hugo, il vous parle de Jeanne d'Arc, il vous parle de Corneille, il vous parle de Jeanne d'Arc. La vision, Jacques, la vision des scientistes pouvait être paradoxalement confortée par le fait qu'elle invoquait en permanence la justice de Dieu contre l'Église militante. Et que donc, bon Dieu, on ne le voyait pas, mais l'Église militante, c'était véritablement ce qu'il combattait. Et puis alors surtout, c'est quand même aussi le moment où l'idée nationale devient très, très forte. Et il faut... Jeanne ne parle jamais de la nation. Jeanne, elle parle du Saint Royaume de France. Mais elle ne parle pas de la nation. Mais à ce moment-là, c'est le thème de Péguy, la République, notre Royaume de France. Donc il faut avoir la même exaltation, si on peut dire, pour la nation et pour la République que ce qu'on avait eu pour le Royaume. Et Jeanne fait le lien. Et d'où le fait qu'elle est après
muse des monarchistes, elle est la muse de Maurras, mais elle est en même temps la muse de Péguy, elle est la muse d'Anatole France, qui pourtant dit des bêtises sur elle plus grosse que lui, mais enfin, ça fait rien. Et Paresse, il est l'un des porteurs de la loi qui est votée à l'unanimité. Il faut dire qu'elle a été décrétée héroïne nationale avant d'être canonisée. Hein. En 1920. En 1920. Ouais. C'est en 1923 qu'elle est canonisée, c'est en 1920 qu'elle est décrétée héroïne nationale. Et alors après, ça se continue, puisque 1940, elle est le modèle de Pétain et des pétainistes, et immédiatement, elle est le modèle de Gaulle. Bon. Donc, à la Croix de Lorraine, etc., bon, la France libre, et tout. Et donc... comment expliquer quel était le modèle des pétinistes? Et tu as cité la phrase de Braviac avec collaboration dedans, alors qu'on pouvait surtout l'interpréter comme une résistance. Oui, c'est ce que dit De Gaulle. C'est ce que dit De Gaulle. Mais enfin, en même temps, elle est aussi la force. Elle est le modèle. Elle n'est pas le modèle je ne parle pas de la collaboration. Je parle ce qu'on peut appeler la résistance pétainiste. Il y a un très beau livre. Qu'est-ce que c'est la résistance pétainiste? C'est-à-dire, c'est toute la thèse, c'est toute la thèse du colonel Rémy. Sauf qu'elle était à la fois elle, le glaive et le bouclier. Voilà, exactement. Donc ça c'est vrai. Mais Rémy, extrêmement intéressant pour l'anneau. Rémy a amené Lord Mountbatten déposer des fleurs blanches au pied de la statue de Jeanne à Rouen. Et a fait un bel article, ça fait 500 ans que Jeanne attendait ce geste. Et donc, alors on est dans enfin, Jeanne, elle va de tous les côtés. Moi, ce brave guéliano marxiste me dit à la fin, bon, je ne sais pas comment ça se passe de votre côté, de votre bord, mais vous savez, chez nous, à gauche, ça ne va pas bien. Je m'en doutais un peu, vous savez. Mais à droite, ça ne va pas non plus très bien. Et il me dit, non, mais ça, c'est la merde partout, quoi. Et donc, Jeanne est vraiment importante. Et c'était assez drôle, parce que... Enfin, c'est drôle, mais c'est tragique aussi. Mais c'est aussi très beau. Parce qu'en fait, il y a une espèce de... Ah, il faudrait que je vous cite un texte, si je le trouve. Qui est dans le livre? Non, un texte de Jean Guiton que j'ai envoyé, parce que l'avantage d'écrire un bouquin, c'est qu'il y a des gens qui vous envoient un tas de papier. Guiton écrit en 43, je sais à peu près de mémoire. 43, il est prisonnier à l'Oflag, qui est numéro 4, et il écrit des trucs qu'il publiera ensuite, Page brûlée. Et il constate que dans son Oflag, il y a plusieurs catégories de Français, et ces Français, même prisonniers, même dans le même baraquement, ils gardent leurs oppositions d'origine, leur camp d'origine. Et il dit, ces France, au pluriel, souffrent parce qu'elles ne se connaissent plus. Il faudrait peu, mais ce peu serait tout. Et il dit, en fait, il nous faudrait quelque chose comme ce que fut Jeanne en son temps. C'est extraordinaire comme ça revient, et c'est drôle parce qu'au même moment, sur un tout autre ton, Sacha Guitry dit la même chose dans son bouquin 1492-1429, 1942, 1429-1942, de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain. Et Philippe Pétain lui dit, Monsieur Guitry, vous ne devriez pas mettre un titre pareil parce que ça ne vous servira pas. Et Guitry, qui est dans la provocation, dit non, mais vous voyez, c'est beaucoup mieux, on fait comme ça. Et en fait, il a la même pensée. C'est elle qui peut faire la réunion de tout le monde. Parce que c'est, comme dit-on, c'est pur, c'est intense, c'est pur et c'est pas mièvre, quoi. C'est intense, c'est très fort, et c'est de tous les camps. Au plus exactement, tous les camps peuvent y venir. Je pense que c'est l'heure de poser des questions si vous en avez. Parce que là, vous avez compris... il y a le Paris Saint-Germain. Non, pas du tout. C'est simplement qu'on peut vous garder pendant 5-6 heures et faire tout le procès. Ah ben c'est ça le problème avec Jacques. Et il faut quand même que nos amis achètent le livre pour en savoir plus, sinon après c'est un peu foutu. Donc ça c'est gentil, oui. Carbon, Philippe, une question, je sais que voilà. Bon, et merci aux conservateurs que tu es d'avoir initié cette causerie. Le plus progressiste des conservateurs. Moi, le défi n'était pas délirant à relever en même temps. Oui. Quel est le cadre procédural exact? Est-ce qu'il y a un acte d'accusation? Et surtout, est-ce que, puisqu'il s'agit d'un tribunal d'exception, la procédure est créée au fur et à mesure, comme d'autres
dans d'autres procès politiques? Ou est-ce qu'il y a eu un cadre juridictionnel et juridique à ce procès posé ab initio? Ah, non, très bonne question. En fait, elle est arrêtée le 24 mai. Elle comparait le 21 février. Du 24 mai au 21 février, Cochon a envoyé des émissaires partout pour trouver des éléments. Il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Les gens qui sont allés à Domrémy lui ont dit ce qu'on nous a dit là-bas de Jeanne, on aurait aimé l'entendre de notre mère ou de notre sœur. Alors on a dit ça va bien. Ouais. Bon. Et donc, rien, il n'y a pas un crime de guerre. C'est stupéfiant, hein, dans ce moment où quand même la boucherie était assez. Bon, il n'y a pas un crime de guerre, rien, il n'y a rien. Bon. Donc, il n'a qu'un truc, parce qu'il est très fin, lui. Il dit je te fais un procès d'hérésie. Et si pendant le procès, j'arrive à lui faire dire des paroles qui sont vraiment hérétiques contre la foi catholique, je la tiens, l'hérésie étant un délit continu. D'où le fait qu'ils sont 50 au début, ils sont 47, 50 à lui poser des questions en rafale. Et c'est pour ça que, alors ça moi je ne l'ai pas mis dans le bouquin parce que on peut pas, c'est pas dans le PV, c'est pas dans les PV, mais on le voit dans le procès de réhabilitation où les greffiers disent, parfois ils posaient des questions tellement en rafale de tous les côtés qu'elle disait « Et mes beaux seigneurs, l'un après l'autre s'il vous plaît ». Bon, parce que c'était pas possible, on s'entendait plus. Bon. Et eux, les greffiers n'arrivaient pas à noter tout ça. Donc on la harcèle pour la faire craquer. Quoi. Et l'acte d'accusation, il vient à la fin, les 70 points de l'acte d'accusation, ils sont quasiment à la fin du procès. C'est pour ça qu'au début, elle est très fine quand elle dit « Je ne sais sur quoi vous me voulez interroger ». C'est la Convention européenne des droits de l'homme. Hein. Il faudrait quand même, article 6, il faudrait quand même savoir sur quoi vous me voulez interroger. Et c'est là où elle a spontanément le pif juridique. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça qu'ils font. Et ils veulent la piéger. De même qu'il y a un truc très amusant, c'est que à la fin, première audience, il y a l'interrogatoire d'identité, comme chez nous, et ensuite il y a le maintien en détention. Jeanne, on vous renvoie, etc. Et Jeanne dit, j'ai à me plaindre des conditions de ma détention. Et Cochon lui dit, si on vous a mis dans ces conditions-là, c'est que plusieurs fois vous avez tenté de vous évader. Or, en procès d'hérésie, si l'accusé s'évade, il n'est pas seulement coupable d'évasion, il est coupable du crime pour lequel il était poursuivi. Et c'est là où elle est très fine, elle dit « Je n'accepte point cette défense. Car oui, j'ai cherché à m'évader, comme il est licite à quiconque est prisonnier. » Magnifique, ça. Et... Une question. Olivier. Oui, merci. Donc, je comprends, je découvre plein de choses dans ça. Je comprends qu'elle n'avait pas d'avocat. Est-ce qu'il s'était lié à ce procès exceptionnel ou c'était un fait de l'époque? Non, normalement, elle aurait dû avoir un avocat. Et à un moment, pour que la procédure soit régulière, Cochon lui en propose un. Mais il lui propose comme avocat l'un des clercs qui font partie du jury. Et elle répond avec beaucoup de courtoisie, « Je vous remercie beaucoup de votre attention, mais j'ai un conseil et je n'ai point l'intention de m'en départir. » Et elle aurait eu l'avocat soviétique qui en rajoute... Est-ce qu'à ton avis, le bûcher, la peine de mort était inscrite dès le départ? Oui, parce que alors, les Anglais, on le voit parce que le bourreau, dès qu'elle est morte, donc elle meurt d'étouffement très rapidement, dès qu'elle est morte, le bourreau arrête le feu et la montre parce qu'il voulait la voir morte. Parce qu'il se demandait si c'était pas un fait de sorcière, parce qu'elle allait se tirer, s'envoler, enfin on ne sait pas quoi. Donc il fallait qu'il la voie morte. Il faut quand même se souvenir qu'elle leur a flanqué des défaites incroyables. Donc il n'était pas concevable qu'elle... Non. Pour les Anglais, c'était sûr. Mais les Anglais, moi je suis persuadé, là je ne suis pas tout à fait d'accord avec Olivier, c'est peut-être lui qui a raison, mais lui, Olivier dit, les Anglais voulaient le procès, et ils ont trouvé des clercs complaisants. Moi, je pense que c'est plutôt les clercs qui voulaient le procès. Et les Anglais, eux, ils voulaient tuer. D'autres questions de procédure ou plus générales? Cher Samy. Bon. S'il n'y a plus de questions, ça me semble le bon moment pour vous remercier. Pardon, je veux bien, Jean-Marc, récupérer le micro. Non, pas. Ah, on va y arriver. Voilà. Remercier infiniment notre confrère ou ami Jacques Trémollet de Villers pour d'abord son magnifique livre et d'avoir accepté de se soumettre à cette audition contradictoire. Évidemment,
remercier également notre ami Philippe Ligère, qui, tout magistrat qu'il a été, est néanmoins le bienvenu au musée du barreau de Paris. Voilà. Je me rapproche beaucoup du Je musée. sais. Vous rappelez aussi quand même que leurs livres, dont le fameux procès de Jeanne d'Arc, sont en vente à l'autre bout de cette vaste salle. Je voulais aussi vous indiquer ou vous rappeler que les prochaines auditions du musée du barreau de Paris, la prochaine c'est le 26 mai, avec Annette Vivorca, sur lequel a fait un très bon livre sur le procès Eichmann, et Philippe Cohen qui parlera de Mein Kampf dans le domaine public, comment on gère Mein Kampf dans le domaine public. Le 1er juin, Delphine Boisel, qui préside l'OIP, viendra nous parler avec une auteure dont je vais retrouver le nom, de la prison et des conditions de détention. Pas nécessairement celle de Jeanne d'Arc, mais celle peut-être plus contemporaine. Alors, ça aurait été un vrai débat. Ça aurait été un vrai débat contradictoire, voilà. Et le 14 juin, c'est François Gibault, conservateur honoraire du musée du barreau, qui viendra nous parler des avocats et de la Grande Guerre. Voilà, ça fait nos programmes. En septembre, on démarre avec Henri Leclerc et son livre, etc., etc. Et nous sommes pour l'instant très heureux de vous avoir reçus. Merci, messieurs. Merci beaucoup.